Salut chers amis et chers camarades, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes confortablement installés pour cette nouvelle analyse. Une analyse qui, rassurez-vous, ne parlera que de cinéma. J'aurais dû le préciser parce que je démarrais la vidéo avec un ton assez grave, mais chill, relax, je parlerai que de cinéma. Parce que j'ai pas mal réfléchi, étant donné qu'on arrive, oui ça m'arrive, étant donné qu'on arrive en 2026, il est temps de faire le bilan de 5 ans de cinéma. Donc 5 ans de cinéma au cours de la décennie 2020. Et je pense pas me tromper en affirmant que la décennie 2020 est une des plus pauvres et une des plus médiocres en termes de cinoche, et également en termes de séries, en termes de jeux vidéo, même si cette année on s'en sort pas trop mal, hein, du point de vue des séries et du jeu vidéo. Bon, c'était pas non plus exceptionnel, mais par rapport aux années précédentes, ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Et en termes de cinéma d'ailleurs, je préfère vous le dire tout de suite, mon top 2025, que je ferai bientôt, je ferai pas un top 10 spécial film parce que je sais pas si j'ai pu comptabiliser plus de 8 ou 9 films que j'ai trouvé vraiment bons en 2025. Vraiment, les bons films que j'ai vus cette année, ils se comptent sur les doigts d'une main, et c'est pour ça que dans mon top 2025, j'y mettrai également du jeu vidéo, des séries, parce que c'est trop compliqué de... Voilà, j'ai vu beaucoup de films, et j'en ai pas vu beaucoup qui étaient vraiment mémorables. Donc pour mon top 2025, je ferai un best-of. Des bonnes choses. Il y en a pas eu beaucoup, il faut le dire. En tout cas, du point de vue de la pop culture. En tout cas, il est temps de faire le constat, parce qu'on a encore 5 ans, 5 ans pour terminer la décennie 2020, et je suis pressé qu'elle se termine, croyez-moi. Il est temps de faire le bilan. Et le bilan est, comme je peux le constater quand je lis les commentaires, quand je vois les réactions, le constat est catastrophique, il est inquiétant, mais justement, c'est parce qu'il est catastrophique et inquiétant qu'il faut garder espoir, car je sais comment on peut sauver le cinéma. Enfin, je sais, on est nombreux à le savoir, et c'est une erreur d'imaginer que ça va être compliqué de sauver le cinéma. Bien au contraire, on a tendance tous à croire ici que le cinéma est mort, qu'on peut pas revenir en arrière, qu'on peut pas se renouveler, étant donné que quelque part on a déjà tout vu. Eh bien les gars, bonne nouvelle. C'est précisément parce que vous avez tout vu que tout est à refaire, ou plutôt qu'il faut continuer dans cette lancée. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est une espèce d'alignement des planètes, parce que j'ai eu toute cette réflexion peu après avoir vu Avatar, donc le film de James Cameron, le nouveau, après avoir vu la bande-annonce du prochain Spielberg, qui s'avère relativement inquiétant, même si certains abonnés ont rappelé que Spielberg, en soi, n'a pas fait que des mauvais films dernièrement, loin de là. Il paraît que son adaptation de West Side Stories est excellent, et je veux bien le croire, j'ai eu que des bons retours. Même chose pour son Fableman, j'ai pas osé le regarder, mais j'ai eu des bons retours. Cependant, le trailer de son nouveau film m'inquiète un petit peu, parce que on sent qu'il veut revenir à un bail un petit peu style The Arrivals de Villeneuve et Rencontre du troisième type. Il veut revenir un petit peu à tout ça, mais je sais pas si c'est vraiment, si vraiment le monde du cinéma a besoin de ça, parce qu'on sent un petit peu le truc spirituel avec de l'introspection, questionnement sur l'humanité, blablabla, chose qu'on a déjà vu 150 fois, et attention, hein, Spielberg, j'adore, hein, je peux vous parler de ce réalisateur pendant des heures, son style des années 70, 80, 90, sa période après la liste de Schindler, où il a vraiment changé, il a complètement vrillé quand il a été en Pologne, qu'il a vu tout ce qu'il a vu pour son film. Il y a eu un avant et un après, on voit qu'il a été complètement transformé, que ça l'a presque détruit mentalement, ouais, je pense même que ça l'a détruit en partie, parce qu'on sent qu'il a perdu, avec la liste de Schindler, il a perdu cette flamme, ce truc, cette flamme adolescente qu'il avait conservée à un âge encore avancé. Et si vous regardez sa filmographie, ouais, il y a eu un avant et un après, et c'est pour ça que ces films des années 90, après Jurassic Park, ils me mettent très mal à l'aise. Le Soldat Ryan, quoi d'autre encore, Le Monde Perdu, Minority Report aussi, qui m'a bien retourné. Pour autant, parmi les films, après, post-liste de Schindler, ces films les plus graves, c'est plus dramatique, eh bien, pour moi, son ultime chef-d'œuvre, c'est Munich, c'est le meilleur film qu'il ait réalisé, alors que pourtant d'excellents films, il en a réalisé beaucoup. Bref, excusez-moi pour cette petite digression, mais je le sens mal, son nouveau film. Et je peux me planter. Et j'espère me tromper. En tout cas, donc, j'ai vu le film le film de Cameron, où je me suis dit, bon, Cameron, il délire complètement, là, ça y est, on l'a perdu, il n'en a plus rien à foutre, c'est son ego qui parle, il va aller jusqu'au bout de son projet tant que sa saga rapporte du fric, donc il
il a tout dit, il n'a rien réinventé, je veux dire, il se réinvente plus depuis le premier Avatar en réalité. Son deuxième volet est davantage, comment dire, une démonstration technique plutôt qu'un vrai film à proprement parler, et son troisième volet c'est la même chose que le 2, du point de vue technique, tout ça, et du point de vue scénaristique, j'en parle même pas, et de toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde, on a tous été plus ou moins déçus par cet Avatar, et attendez de voir avec le temps, une fois que le soufflet sera bien retombé, on sera tous d'accord pour affirmer que cet Avatar de feu et de cendre est, comment dire, du point de vue scénaristique, vraiment, mais au ras du sol. En tout cas, donc j'ai vu tout ça, et surtout, j'ai lu une partie de la biographie sur Elon Musk. C'est pas d'Elon Musk, c'est de Walter Isaacson, le même qui a écrit la biographie passionnante sur Steve Jobs. Pardon. Et donc j'ai enchaîné Steve Jobs et Musk. Alors j'ai pas tout lu, hein, je lis des passages. Principalement, moi, ce qui m'intéressait chez Steve Jobs, c'était surtout sa fin, comment il a géré son cancer, comment il a géré sa maladie, alors qu'il avait son empire à driver. C'était un travail de titan. Et donc Musk, ça m'intéressait parce que justement, je suis passionné de technologie, d'IA, enfin vous me connaissez quoi. Et il y a un passage super intéressant dans le bouquin. Et d'ailleurs, honnêtement, le début, ça vous met dans le bain. Vous comprenez que Musk, il est passé. Enfin, ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, c'était un film d'horreur, quoi, littéralement. Dès les 2-3 premières pages, tout est dit, quoi. En tout cas, il y a un moment qui est passionnant, c'est que il y a un gars qui l'interroge. Après, vous inquiétez pas, je vais rentrer dans le cinéma, il y a pas de souci, mais c'est pour bien amorcer le truc. Parce que je veux d'abord déclencher chez vous la petite flamme, et ensuite après on fait le constat, un constat objectif et douloureux sur le cinoche, mais avec, je veux dire, à l'arrière du crâne, le petit, ou je sais pas, dans le cortex, j'en sais rien, la petite flamme qui dit, hé, oui, c'est pas terrible maintenant, mais il y a toujours une manière de se renouveler, il y a toujours une façon de rebondir. Donc voilà, relax, chill les gars, non, le cinéma n'est pas mort, bien au contraire, il va revivre. Je mise beaucoup sur la décennie 2030, qui pour moi sera une espèce de nouvelle Hollywood. Je suis convaincu qu'en 2030, on retrouvera un cinéma dans le style des années 70, et je peux me tromper, hein, mais j'y crois un petit peu, parce que là, cette décennie est beaucoup trop médiocre pour qu'on continue comme ça. Et alors, ou l'IA va nous sauver, ou alors elle va nous épauler. Je pense pas que l'IA va détruire le cinéma, bien au contraire. Je pense que ça va pousser les vrais créateurs à se sortir les doigts pour proposer d'excellentes œuvres, qu'on privilégie davantage la qualité avant la quantité. Parce que là, aujourd'hui, c'est plus la quantité que la qualité. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En tout cas, bref, pour revenir à un passage de la biographie, qui est génial, en gros, il y a Isaacson qui lui pose des questions, qui dit, mais attendez, après je grossis le trait, c'est peut-être pas vraiment ça qui a été dit, mais en substance, c'est ça. En gros, le mec lui demande, voilà, on est à ce moment-là, on est, je crois, en début 2010, et on lui demande, mais attendez, comment vous voyez le futur? Parce que on a tout vu, là, ça y est, vous voyez bien qu'on arrivé au bout du bout. Qu'est-ce qu'on peut inventer de plus? On a la technologie, on a Internet, on a les smartphones, on peut aller, on peut voyager, on a les avions, on a compris que pour l'espace c'est compliqué, donc plus besoin de trop s'emmerder, on est arrivé au bout, quoi. Et Musk, il réfléchit, il dit rien, et puis il répond en gros que, eh bien justement, c'est parce qu'on est arrivé à ce stade-là de comment ça s'appelle, un stade de quasi-abondance, qu'on pense que c'est fini. Parce que on vit dans le confort, on est bien, globalement. Et c'est ce que j'entends souvent de la part de surtout des anciens, qui ont, eux, grandi, évolué, avec des nouveautés, et je vois ça notamment du côté des boomers, ils ont grandi et évolué dans un système, dans une économie, dans un univers qui ne faisait qu'évoluer. Il y avait des progrès constamment, du point de vue médical, du point de vue logistique, du point de vue culturel, à tous les points de vue. Ça ne faisait que grimper, ça ne faisait que monter, ça ne faisait qu'évoluer dans le bon sens. Et à un moment, quand vous avez plus ou moins tout créé, quand vous êtes bien, vous vous relâchez un petit peu. Et ça, c'est presque l'école de la vie. C'est que quand vous arrivez à certains niveaux, vous vous dites, mais pourquoi continuer? Pourquoi s'emmerder? Parce qu'on est bien, on est heureux, c'est toujours comme ça que ça se passe quand vous avez du pognon, c'est toujours comme ça que ça se passe quand vous êtes bien en place, quand vous êtes implanté, vous ne vous renouvelez pas. Exactement comme Cameron, il est tellement bien implanté, on lui a tellement ciré les pompes que le mec a plus besoin de se réinventer. C'est bon, il est arrivé au bout, mais ça je vais insister après. Je vais revenir dessus après parce que je vais revenir sur d'autres réalisateurs qui sont à mettre dans le même sac aujourd'hui, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour eux, j'ai du respect pour Cameron, mais c'est pas parce que je respecte son travail d'avant que je vais nécessairement applaudir à deux mains tout ce qu'il fait juste après, quand c'est nul. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça qu'on évolue, c'est pas comme ça qu'on va dans le bon sens. En tout cas, il explique que, justement, Musk, c'est précisément quand on est arrivé à un stade où on a tout vu qu'on croit que rien n'est possible, mais c'est justement là qu'il faut se battre et se déchaîner pour aller encore plus loin. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, vous le voyez, avec l'IA. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait pu anticiper ce qui est en train de se produire maintenant avec l'IA? Est-ce que vous auriez pu imaginer ça en 2010, 2015, même 2020?
Non, vous n'auriez pas pu. Vous avez vu tout ce qui se passe en ce moment avec les robots en Chine? Quand on voit les robots faire des pirouettes, des trucs comme ça, les trucs deviennent des quasi-humains maintenant. Ça y est, dans 2 ans, les robots vont remplacer je ne sais pas combien de travailleurs. On y vient, on arrive dans le monde des robots, les gars. C'est demain, là. On y arrive quasiment. Checkez, je sais pas pour vous, mais moi, je suis beaucoup sur Insta, tout ça, et je vois les retours qu'il y a de l'étranger, et mais du point de vue de l'évolution de la robotique aux États-Unis et en Chine, c'est une folie, parce que les mecs sont dans une concurrence saine, ils se foutent sur la gueule gentiment pour essayer d'être les meilleurs, et c'est pour ça, déjà, du point de vue de l'IA, toutes les boîtes se tirent la bourre pour essayer d'être au top, donc ça évolue constamment. Du côté de la robotique, même chose, les mecs essayent d'être au top, donc pendant des années, on a vu des robots qui ressemblaient à rien, qui faisaient rien de propre, etc. Mais maintenant, bim, avec l'IA, ils ont atteint un niveau de quasiment terminatoresque dans le bon sens, quoi, en l'espace de quelques mois, pas de quelques années, pas de quelques décennies, en l'espace de quelques mois, parce qu'il y a, entre guillemets, une espèce de regain d'intérêt pour la technologie, on va dire, la dimension prométhéenne de l'humanité. Prométhée, ça reste le Tchad ultime, le mec qui donne le feu aux humains pour qu'ils avancent, parce que quand vous regardez bien les humains qui ont pris le feu, ils pouvaient très bien s'accommoder à vivre dans le noir. Bon, ils auraient galéré un petit peu, mais ils auraient survécu. Mais le feu leur a permis justement de se bouger et de sortir de leur léthargie ou de leur boucle, etc. Donc là, en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que le fait que enfin, vous m'avez compris, quoi. C'était long, excusez-moi. J'aurais dû vous lire le passage, ça aurait été plus court. Voilà, c'est que quand on pense qu'on est arrivé au bout, qu'il n'y a rien, eh bien c'est justement là qu'il faut travailler encore plus dur parce que il y a encore des choses à faire. Et il y aura encore des choses à faire, bien après l'IA, bien après les robots, il y aura toujours des choses à faire. Il faut juste comprendre que c'est possible. Je sais pas, on va prendre un exemple beaucoup plus simple, hein, pour ceux qui, je sais pas, genre par exemple, ma piole, bon, voilà, cette chambre. Bah, je suis très bien comme ça, je suis très bien avec ces posters, il n'y a rien qui me dérange, mais je peux faire mieux. Je peux ajouter un setup pour mettre la caméra d'une autre manière, je peux mettre une deuxième caméra pour avoir 2 angles, pourquoi pas, je peux, j'en sais rien moi, améliorer la décoration, je peux le faire, vous voyez. Donc c'est possible, comme vous pouvez, je sais pas moi, je sais pas, réarranger votre cuisine, je sais pas moi, booster votre bagnole, tout est possible tant qu'on a la volonté, la vision et surtout la patience, quoi. Mais ce qui fait la grosse différence, et c'est ce que j'ai compris en lisant son bouquin, c'est que ce qui fait la différence parmi tout le reste, c'est le feu, la passion, cette fibre qui vous pousse à vous renouveler, à avancer. Le truc, c'est que je reviens au cinéma, vite fait, mais vraiment, ce passage est vraiment, pour moi, c'est très important ce que je dis, les gars. Parce que ça vient pas de moi, mais retenez bien ce que j'ai dit. C'est que ça peut vous aider dans la vie. Parce que vous pensez que ah bah c'est bon, j'ai tout, j'ai ce qu'il me faut, et de toute façon, à quoi bon? Non, non, non. C'est justement quand vous êtes bien en place qu'il faut aller encore plus loin. C'est là que le vrai sport commence. Et c'est là justement qu'arrive l'excitation de la vie, quoi. C'est que constamment vous donnez des challenges, vous repoussez sans arrêt, et ça paraît chiant comme ça, mais quand vous êtes dedans, c'est là que la vie prend vraiment tout son sens et tout son intérêt. Donc, bref, conseil de lecture, hein, que je vous recommande. Parce que pourquoi je lis en ce moment, c'est parce que le cinéma est tellement à chier que je me jette sur la lecture, quoi. Donc là, je suis en mode frénésie littéraire. Donc je suis en train de me taper du Victor Hugo, de la biographie d'Elon Musk, plein de trucs, du bouquin d'horreur également. Et justement, bah tiens, avant que je rembraye sur les réalisateurs qui sont en train de flinguer le cinéma à l'heure actuelle et le cinéma qui est en train de mourir, il peut renaître de plusieurs manières. Déjà en, comment dire, en reprenant des adaptations, en reprenant des bouquins qui n'ont pas été adaptés. Et je vous invite, franchement, même si j'étais américain, j'en sais rien, si je parlais directement à des producteurs hollywoodiens, je pense que les mecs sont au courant, mais osent pas trop, mais je pense qu'avec limite avec l'IA, etc., il y a moyen de faire des trucs, même avec des budgets modestes. Quand vous allez dans une librairie, mais le nombre de bouquins qui peuvent être adaptés, c'est un truc de dingue. Genre, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire Démence de Graham Masterton. Enfin, je l'avais déjà lu, mais je le relis parce qu'il est génial. C'est un des bouquins d'horreur les plus efficaces que j'ai jamais lu. On en fait un film, mais ce film fera des millions de dollars au box-office, tellement le concept est fantastique. Je vous le dirai pas, je le dirai pas, mais ce bouquin est juste génial. Il y a moyen de faire un truc de dingue. Et quand je vois tous les bouquins de cet auteur qui n'ont pas été adaptés une seule fois, ou peut-être à la rigueur dans des petits téléfilms ou des petites productions de merde, bon, eh bien, c'est juste ces productions. Enfin, si on devait adapter tous ces bouquins, on pourrait comptabiliser une bonne dizaine de films. Donc déjà il y a de quoi voir, mais ça c'est que pour un seul auteur. Vous prenez par exemple, je sais pas, Dean Koontz, pareil, vous pouvez reproduire ses bouquins. Même chose pour Cliff Barker, le mec qui a fait Hellraiser. Vous reprenez tous ces bouquins, vous les adaptez d'une autre manière, mais il y a moyen de faire des trucs de dingue. Et là c'est que pour l'horreur. Et j'ai cité que 3 auteurs. Imaginez un petit peu dans le genre thriller, policier, futuriste, historique. Rien que reprendre simplement des films historiques. Quand est-ce qu'on va revenir aux films historiques vraiment cool et badass? Des films sur le Moyen-Âge, sur l'Antiquité. Alors bien sûr, il y en a eu dernièrement. Il y a même eu celui-là qui était vraiment très bon, il paraît.
j'ai eu que des bons retours, mais on manque d'épique, il nous faut de l'épique, de nouveau. De l'épique ou alors du réalisme, des films réalistes qui sont ancrés dans le réel. Et là, pour 2025, il y a deux films qui entrent en concurrence tous les deux. Alors, il y a Une bataille après l'autre, que j'appelle un flop après l'autre, vu que ça a été un bide. Et normal, ce film fait l'apologie du terrorisme, c'est un film qui est vraiment dangereux, je trouve. En plus d'être médiocre et mauvais, et je vois beaucoup de gens sur Twitter qui en font des caisses sur ce film alors qu'il est vraiment mauvais, mais à tous les niveaux, quoi. Je suis désolé, non, 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 je ne défendrai pas ce film, même les quelques bons éléments sont complètement gâchés par la musique, le surjeu, comment dire, l'histoire, le fait qu'on doit suivre des personnages qui ne sont pas du tout attachants, qui sont détestables au dernier degré, et sans parler de l'histoire qui est complètement hors sol. Eh bien, ça, en gros, ce film, pour anecdote, il a coûté 130 millions de dollars. Et c'est un film au style indé qui se veut, on va dire, en phase avec l'époque, ce qui est totalement faux. C'est une véritable publicité mensongère, contrairement à Eddington, qui lui a reçu pour le coup des critiques beaucoup plus élogieuses de la part du public, qui a coûté que 20 à 25 millions de dollars et qui est juste génial et ancré dans la réalité. C'est un film qui se déroule pendant le Covid, c'est fantastique, c'est génial, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon, il est très long, oui, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi maîtrisé, que ce soit au niveau de l'acting, qu'au niveau du scénario. C'est marrant parce que Joaquin Phoenix joue un personnage joue un con, vraiment littéralement, un loser, mais qui est relativement attachant. Et ça, c'est très fort, de rendre les cons et les losers attachants. Et j'ai remarqué les mauvais films, les losers qu'on nous montre, enfin, dans les mauvais films, les losers sont jamais attachants. Par exemple, DiCaprio dans Une bataille après l'autre n'est pas attachant. Il est insupportable. On n'a qu'une envie, c'est qu'il dégage. On n'a pas envie de croiser ce mec. Donc, bref, c'est un petit, voilà. Il faut que les studios revoient leurs ambitions à la baisse au niveau des moyens. Il n'y a pas besoin de produire des films. Je veux dire, il n'y a pas besoin de verser 150, enfin 100, 150, 200 millions de dollars pour produire un chef-d'œuvre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Au contraire, vous prenez Eddington, fantastique, il a rien coûté. Vous prenez Anora, c'est juste génial, il a presque rien coûté non plus, encore moins cher. Enfin, il y a moyen de faire des grands films sans pour autant péter le budget. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le budget, c'est davantage un frein qu'une opportunité. Parce que quand vous avez beaucoup de budget, vous devez répondre à des, comment dire, à des volontés de producteurs, vous devez vous axer dans comment ça s'appelle, dans l'idéologie du moment, etc. Donc ça perd ce truc, et ce truc c'est quoi? C'est l'authenticité, le réalisme, et surtout, comment ça s'appelle, la sincérité. Une bataille après l'autre manque de sincérité, Eddington est d'une sincérité absolue. Bref, pour faire des grands films, il n'y a pas besoin de grands budgets, et du point de vue des idées, il n'y a pas besoin de chercher très loin, encore une fois je le dis, vous prenez les bouquins qui sont... Vous allez dans n'importe quelle librairie, vous allez à la FNAC, dans je sais pas, dans un magasin d'occasion, vous prenez n'importe quel roman, il y a de quoi adapter un film, et des romans, il y en a beaucoup, il y en a énormément, il y a tellement moyen de relancer la machine, et en parallèle faire des films avec l'IA, pourquoi pas. Le truc c'est que la raison pour laquelle le cinéma est en train de patiner, eh bien c'est parce qu'on est dans une boucle infernale, une boucle qui est entretenue par les tauliers d'Hollywood, des tauliers qui veulent pas lâcher l'affaire, parce que c'est ça, quelque part, la red pill, le fond de mon analyse, c'est que ceux qui sont en train de bloquer le cinéma à l'heure actuelle, ce sont ceux qui ont construit le cinéma. Le cinéma qu'on a aimé, qu'on a connu, et qu'on voit en train d'être détruit progressivement, jour après jour. Et j'ai des noms, je vais dénoncer les grands réalisateurs et même certains acteurs qui entretiennent cette boucle infernale. Mais avant toute chose, avant de donner les noms, il faut mettre en avant celui qui a su quelque part sortir du lot, et ça renvoie justement à mon analyse sur le budget, etc. Le seul qui est resté droit dans ses pompes, pour moi, c'est Clint Eastwood. Malgré le fait qu'il est bientôt 100 piges, le gars continue à faire des films qui coûtent pas trop cher et qui sont réussis, comme Juré, là, numéro 2 avec Nicolas Hoult, pourtant un acteur que je déteste. Bref, bien, le film est très bon. Même chose pour ses précédents films. Alors, Cry Macho, j'ai pas trop accroché, mais ses précédents films sont bons. C'est le mec, passé les 70, 80, 90 ans, il continue à réaliser et il fait des bons films avec quasi rien. Ce mec est juste génial, et la grosse force de Clint Eastwood, c'est son humilité et son rapport au réel. Il va pas faire des films, il va pas faire péter des budgets de dingue à 200-300 millions de dollars pour épater la galerie, pour flatter son ego. Non, non, il fait des petits films comme ça, et c'est très bien. C'est tout ce qu'on attend d'un grand réalisateur, mais le problème c'est que les grands réalisateurs d'aujourd'hui, donc les tauliers d'Hollywood, ceux qui nous ont emmenés dans la passion du cinéma, ils sont en train de bousiller ce cinéma à force, je veux dire, par ego, par fame, par kiff, mais personnel, et il refuse de lâcher l'affaire, il refuse de laisser la place aux jeunes. C'est presque une allégorie de la vie en général, quoi. Les vieux qui veulent pas laisser le champ libre aux jeunes,
Ces grands réalisateurs, en fait, ils me font penser un petit peu à tous ces petits vieux que je connais, quand je dis petits vieux, je parle pas forcément de vieillards, mais de bon nombre de boomers que je connais qui quand ils parlent, ils ramènent tout à eux, c'est moi je, et les jeunes, ils s'en foutent, quoi. Les jeunes n'existent pas, et quand je dis les jeunes, je parle pas que de jeunes de 15-20 ans, hein, je parle de jeunes de 30, 40, 50 ans, quoi. Donc, c'est marrant, quoi. Je peux encore faire une analyse là-dessus d'ailleurs sur la psyché de comment ça s'appelle, des boomers. Et je sais, venez pas me saouler dans les commentaires à dire oui mais tu critiques les boomers. Non, je critique pas les boomers, je critique aucune génération. Je fais juste un constat sur chacune d'entre elles. Chaque génération a ses qualités, chaque génération a ses défauts. Les boomers ont leurs qualités et leurs défauts. La génération silencieuse a ses qualités et ses défauts. La génération X a ses qualités et ses défauts. Les millennials pareil. Je peux vous faire un constat de ma génération, hein. Pour moi, on est peut-être la génération la plus catastrophique, j'estime, de toutes, hein. Notamment par rapport aux zoomers, que je trouve qu'ils sont beaucoup plus équilibrés. D'ailleurs, je reviens sur quelques commentaires complètement... les gars, on m'a reproché d'avoir dit que les zoomers étaient moins portés sur l'alcool que les millennials. Et on m'a dit c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Il y a des chiffres qui sont sortis. Les zoomers sont beaucoup moins branchés alcool et beaucoup moins branchés cam que ma génération. Dans ma génération, mais c'était n'importe quoi, c'était de la folie, quoi. Je compte même plus le nombre de gars qui ont plongé dans l'alcoolisme, dans des addictions de dingue. Du côté des zoomers, c'est pas du tout la même chose. Parce que les zoomers sont beaucoup moins cons que vous ne le pensez. Les zoomers, eux, ils répètent pas les mêmes erreurs que les prédécesseurs. Ils vont pas se tuer au taf comme ma génération, qui ont tout accepté comme des esclaves. Ils vont pas se ruiner la santé, parce qu'ils savent très bien que la vie c'est important. Donc vous allez dans les salles de gym, il y a que des gamins, il y a que des jeunes. D'ailleurs, les salles de gym ont explosé justement grâce aux jeunes, parce que c'est eux qui y allaient. C'est, comment dire, ils ont compris l'intérêt de la muscu, etc., de prendre soin de toi, de faire du sport, et donc cette génération vraiment est beaucoup plus équilibrée que la mienne. Les chiffres ne mentent pas, et surtout le concret ne ment jamais. Vous allez dans les salles de fitness, c'est blindé, et il y a pratiquement que des jeunes. Il y a des vieux, bien évidemment, mais globalement, du point de vue sociologique, c'est principalement des jeunes. Et je dis ça, moi je suis dans une salle municipale qui coûte quasiment rien. Avec moi, il y a que des anciens. Je crois que la moyenne d'âge c'est 60 ans. Bon bah voilà quoi. Mais vous allez dans n'importe quel Basic Fit, n'importe quelle planète fitness ou j'en sais rien, c'est quasiment que des jeunes. Donc, bref, voilà, c'est où j'en étais. Bon, on va pas faire de conflit générationnel machin, mais en gros, là où je veux en venir, c'est que j'y viens enfin. Ça prend du temps, mais il y a tellement de choses à dire, tellement d'idées. Mais voilà, c'est que là actuellement, les réalisateurs nous prennent en otage, les grands réalisateurs, parce que par ego, ils veulent rester en place alors qu'ils n'ont plus rien à dire. Et ça me fait mal de le dire, mais ceux qui n'ont plus rien à dire, c'est ceux qui sont, comment dire, qui sont sur le papier irréprochables, mais qui malheureusement sont en train de partir, de finir leur carrière sur une mauvaise note, enfin sur une sale note. Et ça, c'est désespérant, parce qu'il n'y a rien de plus tragique que de voir un grand champion qui fait des conneries sur la fin. C'est comme un boxeur, par exemple, qui a été un virtuose toute sa vie, qui veut revenir sur un ring, passer les 45-50 ans, alors que bah, il a plus du tout la même détente, plus du tout la même énergie, plus du tout la même force, et il décide de se fighter contre des gamins de 20-25 ans, quoi. C'est beau, d'un côté c'est admirable, on se dit putain le mec il a du courage, il revient, comme c'est montré dans Rocky Balboa, chef-d'œuvre, hein, fantastique, hein, le gars de 60 ans qui revient pour se friter contre un mec de 30, c'est très puissant, mais alors bon, le film est très beau, hein, c'est hollywoodien à fond, c'est magnifique, mais dans la réalité, dans le concret, c'est pathétique. Voir un jeune qui essaye de faire, enfin, voir un vieux qui essaye de se mettre au niveau des jeunes. Alors, d'un côté, il y a... En fait, c'est que c'est bien de... Parce que, par exemple, c'est bien montré dans Alexandre d'Oliver Stone, où, pendant sa conquête, Alexandre n'hésitait pas à recruter des mecs qui avaient passé les 50, 60 ans. Et avoir 50, 60 ans dans l'Antiquité, c'était quasiment être un centenaire aujourd'hui, quoi. Donc, les mecs, ils se battaient aux côtés des jeunes. Bon, ils étaient peut-être pas dans les rangs d'élite, mais ils se battaient quand même. Pour autant, il y avait une espèce d'équilibre, en quelque sorte. C'est-à-dire que les jeunes y allaient, les vieux se battaient avec eux, mais il y avait une espèce de rapport. Voilà, ils allaient pas envoyer les vieux en première ligne se friter au même niveau que les gars qui étaient surentraînés, etc., et qui avaient encore leur vigueur, leur jeunesse, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Et le truc, c'est que il y a un moment où il faut lâcher l'affaire. Et ces grands réalisateurs, ils n'acceptent pas qu'ils sont devenus trop vieux pour ça. Cameron n'accepte pas le fait qu'il est trop vieux, trop riche et trop moralisateur pour continuer le cinéma. Il n'a plus rien à dire, il n'a plus rien à nous prouver, et il est trop dans le confort maintenant
trop dans ses passions, trop dans ses trucs, trop dans ses lubies, pour vouloir nous faire découvrir quelque chose. Donc ce qui fait qu'il nous fait perdre du temps, enfin il nous fait perdre espoir, et surtout, il prend la place aux jeunes. Qu'est-ce qui l'empêche de, je sais pas, de recruter des gamins, ou je sais pas, de voir, de faire du repérage sur les prochains, sur ceux qui vont représenter l'avenir. Non, non, c'est les mecs, ils veulent rester au top niveau, enfin, ils veulent rester en place, sans pour autant se renouveler. Ils misent à fond sur la com avec leur pognon, leur réseau, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on a au bout? Ben, on a Avatar 2, Avatar 3, et c'est tragique, parce que, encore une fois, ces films seront... la seule chose qu'on retiendra, c'est le progrès technique, enfin, la beauté visuelle, c'est tout. Mais ça fait, ouais, 15 ans que le bon Cameron s'est pas réinventé, et ça remonte, ouais, donc, son dernier grand film, du point de vue esthétique, c'était Avatar, le 1. Le deuxième volet est très beau, mais il est juste raccord avec la technologie actuelle. Donc c'est malheureusement brisé par le scénario enfin tout est brisé par les scénarios qui sont ultra simplistes, et je vous remercie d'ailleurs pour vos retours dans les commentaires, hein, vous étiez tous d'accord par rapport au fait qu'Avatar c'est du point de vue scénaristique complètement naze, parce que on a trop laissé longtemps trop longtemps, pardon, les fans d'Avatar s'exprimer, hurler au génie et au chef-d'œuvre, sans qu'on dise la vérité, ou dire oh les gars, oh oui, vous avez le droit d'aimer, il n'y a pas de problème, mais arrêtez de nous le vendre comme un ultime chef-d'œuvre, parce que ce n'est pas vrai, il faut pas mentir. Et donc c'est triste de voir un gars qui a réalisé autant de grands films, Terminator, Terminator 2, Titanic, tout ça, qui sombre dans son, là pour le coup, avec son Avatar. Alors oui, c'est un succès, ce sera un succès, il va se faire un max de fric, parce que il aime ça visiblement, Cameron, hein, un des premiers réalisateurs milliardaires. Vous allez pas me faire croire qu'il fait ça vraiment par passion, il fait ça avec passion, mais avec 2 $ à la place des S, et c'est bon, je veux dire, profite de ton fric, profite de ta ville en Nouvelle-Zélande, fais tes projets sous-marins, etc. Mais laisse le cinéma aux jeunes. Parce que là, le truc, c'est que il s'accapare tout le budget, il s'accapare l'appareil médiatique, tout le monde a les yeux rivés sur lui, et pendant qu'on a les yeux rivés sur lui, ben nos yeux sont pas rivés sur ceux qui, eux, ont d'autres choses à dire, ont des choses à dire. Or là, Cameron est embarqué dans une espèce de nihilisme bourgeois, où en gros, pour lui, l'humanité ne vaut rien, les extraterrestres, ils sont fantastiques, ils sont vertueux, ils sont magnifiques, d'ailleurs, tous les extraterrestres sont montrés, sauf bon bref, vous m'avez compris, c'est des êtres merveilleux, fantastiques, hein, qui sont tous préparés pour la nature. Je connais par cœur cette vision, de nihiliste bourgeois, complètement hors sol, et je sais pas, Cameron, tu veux pas faire un petit mois d'usine, retourner dans le monde du travail, comme quand t'as commencé, parce que Cameron, il revient de loin, hein. Il a été, je crois, routier, il a bossé comme, avant de se lancer dans le cinéma, avant d'être dans les effets spéciaux, il était simple ouvrier. Il avait des connexions, tout ça, qui l'ont fait rentrer dans le cinéma, mais il avait commencé comme routier, quoi. Donc c'est pas rien. Mais bon, bah, vous savez, l'humain, il évolue très vite, et c'était dans un film qui est excellent d'ailleurs, j'avais adoré, c'est non, attendez, c'est pas Monument Man, c'est Company Man. C'est un film une magnifique critique du monde, enfin, c'est pas une satire, mais une critique du monde du travail, le dumping social, ça, les gens qui sont virés comme ça, comme des malpropres, de leur boîte, de leur compagnie, alors qu'ils y ont bossé pendant 20-30 ans. Et il y a un moment où il y a le personnage qui est joué par Tommy Lee Jones, il dit, t'imagines même pas à quel point on s'habitue aux suites à 10 000 $, aux voyages en jet, aux soirées cocktails organisées par les hauts responsables, je sais pas, aux millions de dollars sur ton compte, tu t'y habitues très vite. Et bah, c'est le cas pour Cameron, et comme pour beaucoup d'autres, ils se sont habitués à leur train de vie, et ça les a fait perdre pied avec la réalité, parce que pour moi, c'est presque irresponsable de sortir un film comme Avatar aujourd'hui. C'est-à-dire un film, qui est autant nihiliste, autant critique envers notre genre humain, alors qu'aujourd'hui on a besoin de films qui nous rassemblent, qui nous donnent envie d'aller de l'avant. Il faut qu'on sorte de ce nihilisme catastrophiste et obsolète, tout simplement. C'est obsolète, c'est ringard, c'est has-been, et ça n'apporte rien. Oui, il faut avoir de l'introspection, mais il ne faut pas confondre introspection et haine de soi, masochisme. C'est 2 choses vraiment différentes. En tout cas, Cameron est vraiment décevant, et c'est trop riche, trop flatté, je pense. On l'a beaucoup trop flatté, et ça me fait mal de dire ça d'un gars. Enfin, j'adore ses films. Pour moi, Titanic, c'est un chef-d'œuvre. Je suis désolé, quoi que vous en pensiez, c'est un chef-d'œuvre. C'est pas qu'un film d'amour, c'est un film c'est tout, en fait. C'est un drame, c'est une critique sociale, c'est un film pour bonhomme, parce qu'on voit le bateau, etc., avec les salles de machines et tout. C'est magnifique. Ce film est une merveille. Et l'acting est juste excellent. Et d'ailleurs, la fin de Titanic, la fin vraiment, il y a très peu de fins qui me donnent envie de chialer. La fin de Titanic me fait verser les larmes automatiquement sans que je contrôle quoi que ce soit. Bon, et bien, quand on voit son dernier Avatar, où il a cherché un petit peu à nous faire la même chose, on voit qu'il s'est passé un truc, on voit qu'il a vieilli, on voit qu'il a plus cette niaque. Et quand on dit qu'il a vieilli, ça veut pas dire du point de vue, je pense qu'il a encore de l'énergie, le pépère, hein, mais il a
plus ce truc. Il faut l'accepter à un moment. C'est ça la vraie sagesse, c'est accepter que on n'est plus dans le coup, on fait plus l'affaire. Et j'espère que moi j'aurai cette sagesse le jour où je serai out. Et bon, de toute façon, comme je suis pauvre, à mon avis, j'aurai pas d'autre choix que de dégager. Donc Cameron, c'est terminé. Malheureusement, on le reverra plus parce que trop en hauteur, trop haut. Il peut plus nous faire de grands films. À mes yeux, c'est terminé. Et il a pas fini, hein, il veut faire d'autres avatars, etc. Et puis il va encore boucler sur la même chose. Donc il y a rien à attendre de Cameron à mes yeux. Moi j'ai fait mon deuil de Cameron. Bon là j'ai parlé de grands réalisateurs à gros budget, maintenant je vais revenir à des réalisateurs plus modestes. David Cronenberg. Tiens, on pourrait presque l'affilier à Clint Eastwood du point de vue de la vision, parce que c'est deux réalisateurs qui ont vraiment, qui produisent des films avec peu de budget, avec des grands acteurs, mais avec un style très indépendant. Bon, eh bien, Cronenberg, à la différence de Eastwood, alors que pourtant les deux n'ont pas du tout le même âge, bon, eh bien, Cronenberg, ça fait plus de 25 ans qu'il n'a pas produit un seul bon film. Je suis désolé. Il me sortait pas History of Violence. History of Violence, c'est le premier film mainstream de Cronenberg. Or, Cronenberg, c'est le roi du body horror, c'est le roi des films d'horreur, vous savez, un peu bizarre, un peu space, comme il faisait avec Dead Zone ou encore La Mouche. Ces films étaient excellents. Surtout Dead Zone qui est trop sous-coté. Moins il avait de fric, plus ses films étaient réussis, quoi. Mais à partir des années 2000, il a commencé à vriller. Alors son Existence était déjà très très moyen, mais alors son History of Violence, alors là c'était... Et le pire dans ses films, notamment Existence ou History of Violence, c'est que Cronenberg a eu l'excellente idée de recruter Howard Shore pour la bande-son. Le mec était derrière la bande-son de Le Seigneur des Anneaux, quoi. Ce qui fait que devant ces films, on a une musique épique, alors que c'est complètement hors sujet. Alors que c'est des films indés, bah, tu mets des musiques plus chill, moins impressionnantes. Et là, le problème, c'est qu'il nous sort des compositions dans ces films dignes du Seigneur des Anneaux. C'est comme si, je sais pas, vous engagiez Hans Zimmer pour le prochain Didier Bourdon, quoi. Ça n'a aucun sens. Et donc, ça fait un petit moment que Cronenberg tourne en rond. Et History of Violence, je vais pas trop le tailler, mais bon, je pourrais en parler longuement, parce que pour moi, ce film est vraiment mid, et c'est pas du tout un chef-d'œuvre comme on nous le vend, et la suite de sa filmographie est tout aussi catastrophique. Les Promesses de l'Ombre est très beau esthétiquement, pour le coup, la musique est raccord, il me semble. Viggo Mortensen est génial, très très bon dans le rôle de mafieux, la scène de baston dans les douches, je pense que tout le monde s'en rappelle, mais le film est chiant, il est chiant comme la pluie, quoi. Cosmopolis, extrêmement prétentieux, on sent bien qu'il a voulu un petit peu se greffer dans les années 2010 avec les 99%, les histoires de Wall Street, tout ça, l'effondrement qui était censé arriver, qui n'est jamais arrivé. Voilà, c'était vraiment, il a voulu faire un truc un peu politique, méta ou je sais pas quoi, mais c'était pareil, complètement éclaté, très prétentieux, et je ne parle même pas de la suite. Et là, dernièrement, il a tourné Les Linceuls, qui est là carrément un film... c'est de l'autobiographie, quoi. C'est-à-dire qu'il se met en scène à travers Vincent Cassel, où il a la même coupe de cheveux, même fringue, où il parle. En gros, c'est un film sur lui, quoi, sur sa défunte femme, etc. Mais oui, on imagine, David, ça doit être compliqué, etc. Mais t'avais pas mieux à nous proposer, quoi. Je veux dire, lâche l'affaire à la rigueur. On voit bien que t'as perdu ce truc, et c'est pour ça que tous ces films se sont fait plus ou moins défoncer par la critique. À chaque fois, on s'attend au grand retour du roi, mais c'est terminé. Il a perdu le truc, il a perdu la flamme. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup de gens se sont barrés au cours du visionnage du film. De son dernier, le public, lui, ne ment pas. Donc Cronenberg, malheureusement, gros déclin. Alors que années 80-90, franchement, c'était un grand réalisateur, mais il s'est perdu dans les années 2000, à force de vouloir, quelque part, plutôt que de rester fidèle à lui-même, comme Clint Eastwood l'a fait, parce que Eastwood est resté fidèle à son style dans les années 80, enfin, il n'a pas changé. 90, 2000, 2010, 2020, il a toujours ce style modeste, simple, qui veut pas trop en faire, et ça passe nickel. Et Cronenberg aurait dû continuer dans cette lancée. Il aurait dû continuer dans son style années 80-90, et aujourd'hui, ça aurait encore, je veux dire, ça aurait été parfait. J'en suis convaincu. Enfin, ça aurait pas pu être pire que ce qu'il a produit dernièrement. Également, grosse déception, Danny Boyle, qui, lui, c'est... Vous prenez sa filmo des années 90, donc Trainspotting, 28 jours plus tard, enfin, c'est 2002, 28 jours plus tard. Également 2010, 127 heures, excellent. Pour moi, c'était peut-être son dernier grand film, parce qu'après, pareil, il s'est pas laissé aller, mais on sent qu'il s'est passé un truc, et pour moi, 128 ans plus tard. Alors déjà, j'ai vu son Steve Jobs, qui était vraiment médiocre, très chiant, on se demande, mais pourquoi t'as fait ça, Boyle, et où est-ce que tu veux nous emmener? C'est quoi le projet? C'est quoi le bilan? Donc vraiment, je me suis vraiment fait chier devant ce Steve Jobs, qui a eu l'idée saugrenue d'engager Fassbender dans le rôle de Steve Jobs. Pourquoi pas Keanu Reeves dans le rôle de...
c'est rien moi, de Picasso pendant qu'on y est. Bon bref, son film était moyen, mais alors 128 ans plus tard, bah, déçu de ouf parce que on sent que là, Boyle s'est calqué sur, comment dire, sur le mood du moment, sur la décennie du moment, sur la médiocrité du moment, et j'ai du mal à réaliser que ce soit ce mec qui ait réalisé ce film quand on sait qu'il a réalisé 28 jours plus tard et la scène d'intro de 28 semaines plus tard, qui n'a strictement rien à voir en termes de qualité, en termes de peur, en termes d'impact, enfin ça n'a rien à voir par rapport à la scène d'intro de 28 ans plus tard qui est nulle à chier. Donc grosse déception de la part de Boyle, mais bon, peut-être qu'il a été, je sais pas, sous l'emprise de Garland, qui est un réalisateur et un auteur qui est, je veux dire, qui est relativement mitigé, même si bah, c'est lui qui a écrit 28 jours plus tard, La plage, également Dredd, qui est excellent. Mais en termes de réalisation, c'est plutôt moyen, comment dire, Garland, et je pense qu'il a pris la grosse tête, et donc il a dû avoir une grosse emprise sur Boyle, et Boyle a pas dû vouloir chercher à trop, enfin j'imagine, hein, je pense, hein, mais en tout cas, grosse déception de Boyle, il est pas resté fidèle à lui-même, comme l'aurait fait un Clint Eastwood, voilà, bah, Clint Eastwood c'est vraiment le modèle finalement, Boyle a trahi son style, et c'est pour ça que son 28 ans plus tard est déjà oublié, alors que son 28 jours restera dans l'histoire. Également en termes de grosses déceptions, il faut qu'on parle naturellement de Ridley Scott, parce que Scott, lui, on sent que lui, il veut rester jusqu'au bout, qu'il veut prendre la place, et lui, comme les autres, bah, le fait qu'il prenne la place, surtout avec une aura comme la sienne, eh bien, il empêche les jeunes de monter, parce que il occupe le terrain. Et à chaque fois que Scott sort un truc, toutes les caméras sont rivées sur lui, tous les youtubeurs, moi le premier, tous les vidéastes s'intéressent à son projet, et finalement bah, c'est du temps de perdu parce que on l'a bien vu avec son Gladiator 2, on l'a bien vu avec son Napoléon, il n'a plus rien à nous dire, il n'a plus rien à réinventer, il est juste là, et de toute façon même ses adjoints le disent, c'est ceux qui bossent avec lui, il devient paresseux, il devient feignant, lui il est là juste pour la moula, on sent qu'il est là pour le fric, et surtout pour continuer à montrer bah, qu'il est dans le game, qu'il est là, passer son âge, passer les 80 ans, parce que c'est impressionnant qu'il ait 80 piges et qu'il continue à réaliser des Napoléon, des Gladiators 2. Et d'ailleurs, Napoléon est mauvais scénaristiquement, mais visuellement, c'est une merveille. Les scènes de bataille sont fantastiques. Waterloo, même si on a l'impression que c'est une bataille de la Première Guerre mondiale, c'est magnifique visuellement. Même chose pour l'attaque, la scène de la charge de chevaux dans la bataille en Russie. Wow, j'étais cramponné à mon siège quand j'ai vu ça. Ce qui est con, c'est que à tout péter 5% du film. Le reste du temps, c'est juste des embrouilles d'alcôve entre entre Napoléon et Joséphine. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc voilà, on a perdu le soldat Scott hein, depuis un petit moment déjà, hein, depuis Prometheus, tout ça, et Alien Covenant, mais il a plus rien à dire, il a plus vraiment de choses, enfin il veut plus se réinventer, même si en soi il y avait des choses à retenir dans Prometheus et Covenant, hein, tout n'était pas mauvais, mais voilà, on sent qu'on l'a perdu, quoi. Et malheureusement, bah, il occupe la place, et il veut pas lâcher l'affaire, il va pas lâcher le terrain, et il va faire perdre du temps au cinéma, quoi. Alors qu'il aurait pu, bah, se barrer, je veux dire, dans la dignité, se lancer dans des productions plus modestes, hein, comme Eastwood. Tous ces mecs devraient faire comme Eastwood, faire des films pas trop chers, faire leurs trucs dans leur coin, et basta, et laisser la place aux vrais créatifs qui ont la dalle et qui veulent réinventer le cinéma. Donc pour Scott, c'est compliqué. Enfin, je pense qu'il n'y a plus rien à attendre de lui. Alors qu'on parle d'un gars qui a quand même réalisé un paquet de chefs-d'œuvre. Également, il faut mentionner Coppola, qui s'est fracassé littéralement avec son Megalopolis. Hein. Alors déjà, Coppola, ça faisait un petit moment qu'il était sur la sellette, hein, notamment via des films un peu bizarres comme Twix, je crois, pas le gâteau, hein, Twix. Voilà, c'est bon. Après, c'était une production modeste, donc ça allait. Mais alors son Megalopolis, là, on sent qu'il a les créanciers qui lui ont filé le pognon, il devait être très content. Il devait avoir un sourire jusqu'aux oreilles parce qu'ils ont vu le four venir à des kilomètres, comme tout le monde. Parce que je vois pas comment ce film aurait pu marcher, compte tenu du contexte, de l'histoire, de la prétention du truc, même la bande-annonce annonçait la couleur, le casting également, un casting de mecs repêchés un peu, bah, Shia LaBeouf, tout ça, le très surcoté, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom là, Adam Driver. Il est pas mauvais, mais bon. En tout cas, c'est vraiment, ce film était une catastrophe et bah, il a perdu pour le coup. Lui, c'est là pour le coup, c'est un véritable échec qui doit servir de leçon parce que bah il a perdu toute sa fortune, hein, il a tout misé et personne n'était là pour je sais pas le conseiller ou quoi, je veux dire, mec, tu vas droit dans le mur, ton film n'a aucun sens, c'est quoi cette mise en scène de merde? Parce que ce film, c'est une expérience, il faut le voir pour le croire, c'est n'importe quoi. C'est donc, il n'avait plus rien à dire, plus rien à offrir, et ça se voit dans ses interviews, on voit bien que c'est un peu confus, qu'il y a de la pseudo-philosophie, qu'il y a de la pseudo-sagesse, et ça ne passe pas. C'est pour ça d'ailleurs que la sagesse, c'est pas qu'une question d'âge, c'est une question avant tout d'expérience. Bon, il a de l'expérience, pas le problème, mais passer à certains moments, tout ça, c'est un peu... Alors après, ça dépend, encore une fois, il y a des cas à part, comme Eastwood, qui malgré son âge, est resté... Donc c'est plus quelque part une question de personnalité pardon, que d'âge, parce que même par exemple,
Donc finalement, je me contredis pour le coup, c'est peut-être plus une question de personnalité que d'âge, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, ça faisait vraiment mal de voir Coppola. Enfin, ce qui est dingue, c'est que Coppola, Apocalypse Now, Le Parrain, finir sur Megalopolis, et savoir qu'il a vendu ses montres de luxe, ses résidences secondaires pour rembourser son film, bah, ça fait mal, quoi, ça fait mal au cœur. Donc, bref, quand on n'a plus rien à apporter, plus rien à donner, bah, il faut s'abstenir de faire quoi que ce soit, quoi. On se met en retrait, puis on laisse faire les jeunes, simplement. Et pour terminer, il y en a un autre aussi que j'aimerais bien un peu égratigner, c'est Scorsese, qui ne veut pas lâcher l'affaire non plus, qui veut continuer le cinéma, tout comme Ridley Scott. Je pense que Coppola, si son film avait été un carton, il aurait pas lâché l'affaire. Et bah, c'est la même chose pour Scorsese, qui, je veux dire, on m'a reproché ma critique de Killer of the Flower Moon comme quoi c'était un film qui était opportuniste parce que, en gros, il pointe du doigt le traitement des Indiens Osage pendant les années 20. Quel intérêt de sortir un film, quel intérêt de vouloir sensibiliser sur quelque chose qui s'est déroulé il y a 100 ans? Je veux dire, c'est. Quand vous apprenez que quand vous voyez quelqu'un se faire agresser dans la rue, quand vous voyez quelqu'un qui a eu un accident, vous attendez pas la semaine prochaine pour venir aider le mec, vous y allez directement. Et ça, pour moi, ce film, c'était une sorte comment ça s'appelle, c'est assez vicieux. Déjà, le film est mauvais, hein, il est chiant, tout le monde s'est plus ou moins endormi devant. Je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui l'ont aimé, mais je vous le dis franchement, les gars, vous êtes minoritaires, la plupart des gens sont emmerdés devant ce film, à juste titre, et pour plusieurs raisons, quoi. On ressent que Scorsese veut mettre un petit peu d'énergie, la scène où on voit les soldats se battre, etc. On voit bien qu'il veut revenir à ce qu'il faisait avant, mais très vite ça retombe, et DiCaprio n'arrange rien. Pour le coup, De Niro, ça va, il s'en sort pas trop mal, mais même la pauvre actrice amérindienne qui était censée devenir une icône en termes d'acting, bah finalement elle a disparu. Donc c'était vraiment, ça fait partie de ces films moralisateurs qui sont censés aider à pousser, comment dire, c'est des films qui dégoulinent de bonnes intentions, mais qui en réalité s'avèrent catastrophiques sur le long terme, vu que bah, tous les acteurs qu'on voit, qui sont censés exploser, décoller grâce à ce rôle iconique, finalement disparaissent complètement. Donc pour moi, ce film vraiment était, comment dire, toxique à bien des niveaux. Déjà du point de vue de la mise en scène, par rapport au fait que ce soit très chiant, et ça dure 3 heures, c'est interminable, et du point de vue du pseudo-message, où on voit Scorsese qui littéralement s'accorde le beau rôle à la fin, où on le voit avec son petit micro ou sa petite feuille, dire qu'en gros, oh les Amériques, enfin les États-Unis, franchement, quel pays de merde, on était vraiment dur avec les autres. Alors que le gars, dans les années 90, il nous a sorti des films qui mettaient en avant des mafieux, des vermines dans Les Affranchis, dans Casino. Alors je sais que les films en soi montraient leur déclin, etc. Mais généralement, ce qu'on retient, c'est le fait que ces mecs-là s'éclatent bien, ils font des conneries, et quelque part, ça pousse les jeunes à les prendre en exemple. C'est pour ça que ces films étaient interdits aux moins de 16 ans, pour justement éviter de trop influencer les gamins. Voilà, le mec, il nous vend des criminels, mais sous couvert, bien sûr, de dénonciation, mais on voit bien que Scorsese a toujours une fascination pour les voyous, pour les lascars, et même chose pour Le Loup de Wall Street, quoi. Je veux dire, j'adore ce film, j'adore ces films, c'est pas la question. Mais qu'est-ce qu'on voit dans Le Loup de Wall Street? Bon, on voit des courtiers qui escroquent des gens, qui vivent leur best life, et qui sont jamais punis. À la fin, c'est à peine effleuré, quoi. On sait que le mec va finir dans une tôle de luxe, etc. Et à la fin, il continue à vendre des livres. Enfin, mais et le mec, il vient après à 80 balais nous faire oh, en fait, franchement, c'est pas bien d'être méchant, quoi. Non mais sérieux, quoi, quelle hypocrisie. Et malheureusement, bah ça c'est symptomatique de ce que Scorsese est devenu, donc l'ombre de lui-même. Depuis déjà Silence, hein, son dernier grand film, c'était Le Loup de Wall Street, où il a mis toute son énergie, toute sa niaque. Et après, que des films moralisateurs et chiants, quoi. Silence, qui est pas mauvais, mais qui est bon. Irishman, extrêmement ennuyeux, où il ramène tous ses copains, il les a ressortis de l'hospice, où il a juste mis un filtre Instagram pour faire croire qu'ils avaient 35 ans, lol. Et donc c'est... Laisse la place aux jeunes, quoi. Scorsese, c'est bon, quoi. Arrête de recruter sans arrêt tes vieux potes et lâche l'affaire. Parce que, encore une fois de plus, Scorsese, c'est comme Scott, tout le monde a les yeux rivés sur lui. On s'attend à ce qu'il sorte son nouvel Aviator, son nouveau Raging Bull, mais non, c'est fini, il a plus rien à dire. Et ce qui est dingue, c'est que le gars nous fait un film sur les Amérindiens, sur leur souffrance, ok, c'est beau, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il aurait dû faire un film sur des problématiques actuelles. Parce qu'il y a des tas de problèmes aujourd'hui. Pourquoi ces mecs-là font pas des films sur les problématiques du moment? Et parce qu'il l'a déjà fait dans les années 70, notamment avec son Taxi Driver, qui est un Rambo avant l'heure, où on voit un vétéran du Vietnam qui est confronté à la marginalité, à la solitude, comment dire, au manque de considération. C'était puissant comme film. C'était un film social. Il y avait des choses à dire. Or là, dans ce film, il n'a rien à nous dire, il arrive avec un message qui a 100 ans de retard, et c'est dégueulasse parce que finalement, ce film, Killer of the Flower Moon, aura presque fait plus d'ombre aux Amérindiens Osage, parce que désormais, ils seront affiliés à un film chiant, prétentieux, moralisateur, et qui arrive avec 100 ans de retard, quoi. Donc, voilà. Bon, voilà, grosso modo, ce que j'ai à dire sur la raison pour laquelle
le cinéma est en train de péricliter, c'est parce que les vieux, et c'est pas la raison number one, hein, mais ça en fait partie, les vieux tauliers prennent la place, veulent pas lâcher, et s'accaparent toute l'attention, les médias, les budgets, etc., comment ça s'appelle, les aides des studios, tout ce que vous voulez, les tapis rouges. Donc c'est le temps qui est alloué à tous ces gens-là, c'est un temps qui est retiré aux autres, aux vrais créatifs, aux vrais gars qui ont des choses à dire. Je sais pas, parce qu'on nous dit qu'actuellement, enfin, on a, en termes de grands réalisateurs, au niveau des jeunes, on a Ari Aster, on a, comment il s'appelle, Robert Edgers, qui s'approche tous de la quarantaine. C'est déjà, pas des anciens, mais presque. On a ces mecs-là, mais si on n'avait pas tous les gros réalisateurs qui nous sortaient des films qui servent à rien, on aurait peut-être d'autres, enfin c'est même sûr, on aurait d'autres Ari Aster, d'autres Robert Edgers, on aurait que des mecs comme ça, on aurait d'autres Scott Cooper, on aurait des réalisateurs qui ont des choses à dire et qui sont ancrés dans la réalité du moment. Et on a besoin de films ancrés dans cette réalité du moment. En tout cas, voilà mon analyse, et pour terminer, il n'y a pas que les réalisateurs, il y a aussi les acteurs et les actrices qui s'accaparent toute l'attention, et ça me fait mal de le dire, mais par exemple Tom Cruise, on l'a vu avec son dernier Mission Impossible et ses derniers films, ses films précédents, mec, c'est bon, on a compris, tu as dépassé tes limites, etc. Passer 60 balais, t'as continué les cascades, c'est cool, mais c'est bon. Lâche l'affaire, laisse la place aux jeunes, fais des productions, enfin, joue dans des films plus, voilà, plus indés, moins spectaculaires, etc. Mais, enfin, après, je les comprends, ces mecs-là, ils veulent être au top du top jusqu'au bout. C'est normal, c'est kiffant, ils ont une super vie, enfin, ils ont une vie de rêve, c'est normal. Mais, dans le même temps, ça fait chier parce que ça empêche les jeunes de pousser, ça empêche les jeunes de monter, et parce que, tous ces gars-là accaparent comment s'appelle le spectre, et c'est dommage, voilà. Donc des mecs comme Schwarzenegger, Stallone, comment dire, même s'ils se mettaient en avant, ils ont toujours Stallone, c'est vraiment quelque part l'exception aussi, c'est que le gars se met en avant dans ses films, mais en même temps, il va réaliser des Expandables, où il va mettre en avant d'autres gars, des jeunes qui débarquent, Ronda Rousey, Glenn Powell, des gars comme ça. Il aura servi quelque part de tremplin, où il a ramené des gars à l'ancienne pour... Enfin, ça c'est beau, ça c'est bien, mais alors, les autres, ouais, c'est moi je, et je pense que c'est la conclusion de cette vidéo. Ce qui est en train de tuer Hollywood, ce n'est pas le manque de moyens, ce n'est pas comment s'appelle, le manque d'idées, c'est avant tout l'ego surdimensionné d'acteurs et de réalisateurs, surtout, qui s'accaparent tout le temps, toute l'attention, au détriment de ceux et celles qui ont des choses à dire, des choses à montrer, des choses à faire, des choses à nous donner. Je m'arrête là, j'espère que cette analyse vous a plu, je pense qu'elle était pas trop mal. Vous me direz votre avis dans les commentaires, et si elle vous a plu, mettez un like, et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, ça m'apporte énormément, et bienvenue à tous ceux et celles qui sont abonnés à la chaîne suite à ma vidéo sur Avatar. Plein de bisous à tous, prenez bien soin de vous, bonne fête, ciao.